Salut à tous, j'espère que vous allez bien. La draft NBA 2024 vient de se finir et comme chaque année, on ne va pas changer les bonnes habitudes, je vous propose un petit récap des 30 joueurs qui ont été sélectionnés au premier tour. Sur un fond de highlights, on va parler des forces, des faiblesses de chaque prospect et faire une petite comparaison avec un joueur actuel ou all-time. Et puis nouveauté cette année, j'ai l'équipe de Symbiose qui sont spécialisés sur les jeunes joueurs qui ont bien voulu m'accompagner. Donc à certains moments, vous aurez des extraits de Yoz et Jasper qui vous parleront de certains profils. Je les remercie énormément d'avoir participé. Évidemment, tous les réseaux de Symbiose sont dans la description. Sur ce, on est parti. Le top 30 de la draft NBA 2024, c'est maintenant. On débute avec le pick numéro 1 de cette draft 2024, Zaccharie Rizaché. On avait une hésitation entre nos deux Français, Zaccharie Rizaché et Alexandre Sarr. Finalement, ce sera Zach qui va rejoindre les Atlanta Hawks. De son côté, on a pu le voir jouer un petit peu plus, étant donné qu'il a passé cette saison du côté de Bourg-en-Bresse. C'est un poste 3-4, très impressionnant dans un domaine déjà, le tir à 3 points. On sait que la distance NBA et celle en France sont un petit peu différentes et que parfois ça nécessite un temps d'adaptation, mais je suis plutôt confiant sur ce point-là. Il tire majoritairement en catch and shoot, beaucoup moins de réussite lorsqu'il s'agit de créer son propre tir, et c'est déjà intéressant de se dire que tu le mets dans un coin aujourd'hui en NBA et il va pouvoir t'apporter du spacing. Sur l'ensemble de la saison, il a aussi entre du bon et du moins bon, capable par exemple de passer la barre des 15 points à plusieurs reprises, mais aussi de totalement s'effacer du jeu de son équipe. En NBA, va falloir être plus régulier pour s'imposer. Il y a un potentiel défensif certain, ça on l'a vu, et en travaillant son corps, en travaillant à la vidéo aussi, pas de doute ce sera un bel apport pour les Hawks. Zaccharie Rizaché, il peut vraiment avoir une carrière de 18 ans en NBA sans aucun souci. C'est vraiment un joueur d'équipe, un mec qui aura toujours un rôle, toujours une place dans une franchise, peu importe quel est le dit rôle ou la dite place. Je suis d'avis qu'il lui reste une belle marge de progression sur son handle et à la création. C'est aussi pour ça qu'on a du mal pour le moment à le voir en option 1 ou en option 2. Il a pu voir ce que c'était de vivre toute une saison en pro, avec des responsabilités. Maintenant, à lui de montrer de quoi il est capable au plus haut niveau. Petite comparaison, bon ça me fait marrer en lisant le script, mais ouais, Scottie Pippen moderne. Évidemment si tout se passe bien. On enchaîne avec notre deuxième Français sur le podium, monsieur Alexandre Sarr. Je vous cache pas, vrai hype de mon côté. Pour ceux qui ne le connaissent pas, on est sur un pivot, 2m13, la petite centaine de kilos qui va bien et des bras immenses. Gros point fort déjà, il est impressionnant défensivement. On a un combo mobilité latérale, détente et envie assez ouf, je dois dire, et c'est pas déconnant de l'imaginer défendre sur des joueurs extérieurs. Il l'a fait à plusieurs reprises en Australie. C'est pas forcément du même niveau que la NBA, mais quand même. Ça devient parfois un petit peu plus compliqué lorsqu'on se rapproche du cercle. C'est certes un super protecteur d'arceau, mais pour le moment, difficile pour lui de résister quand il se fait prendre au poste. Le potentiel offensif est réel, mais il y a pas mal de choses à bosser. Le 3 points tout d'abord, on voit que la mécanique est sympa, c'est plutôt rassurant, mais ça manque d'efficacité. Et puis c'est globalement sa palette offensive qu'il faut bosser. Honnêtement, c'est un super joueur de transition qui court vite, mais il lui manque ce petit côté finisseur sur attaque placée. Je pense que ces deux choses-là, c'est la clé s'il veut devenir un top poste 5 de la ligue. Après, laissons-lui du temps, il est jeune, et peut-être qu'on verra en lui un futur Kevin Garnett. C'est une comparaison plutôt flatteuse, mais pourquoi pas. Avec le pick numéro 3, les Houston Rockets ont décidé de partir sur Reed Sheppard. Tout comme son compère de Kentucky, Rob Dillingham, dont on va reparler un petit peu plus tard, c'est un combo guard. Il est pas super grand, par contre, qu'est-ce qu'il est efficace. Il a un vrai talent balle en main, avec un instinct naturel de scoreur et de tireur à 3 points aussi. Il tourne à 56% sur presque 4 tentatives. Est-ce qu'on se rend compte de la dinguerie ? Il y a un petit bout de flotteur qui permet d'élargir sa palette offensive, mais en vrai c'est un créateur tout à fait honnête. J'ai trouvé qu'il lâchait bien la balle pour les copains, et à la limite ce que je trouve dommage dans son jeu, c'est quand il doit trouver la solution tout seul. Ce
qui va pêcher un peu, malheureusement j'ai envie de dire que c'est le physique. Il défend plutôt pas mal, mais c'est quasi exclusivement du poste 1, voire du poste 2 de temps en temps. Il y a des petits problèmes d'attention aussi, ça peut lui arriver d'oublier l'attaquant dans son dos parce qu'il veut venir aider. Ça montre sa volonté de jouer en équipe, mais il faut pas tomber dans l'excès. Après je suis pas inquiet plus que ça, c'est vraiment le genre de problèmes qui peuvent se gommer facilement. Il y a du Dante DiVincenzo dans son jeu, dans ce rôle de facilitateur d'attaque, bon tireur à 3 points, assez malin. Mais par contre, va falloir taffer pour obtenir son niveau en défense. Dans un rôle de 6e homme, avec du Fred VanVleet pour venir l'aider à bosser, ça peut donner un truc vraiment pas mal. On enchaîne en numéro 4 avec Stephen Castle qui va rejoindre les Spurs. Je vais attaquer sur ce qui m'impressionne le plus chez lui, évidemment sa défense. C'est un véritable petit pitbull sur l'homme avec un gros QI défensif. Vraiment, j'ai trouvé qu'il était déjà très malin. Et à son jeune âge, ouais, c'est fort. Il sera sûrement capable de garder des postes 1, 2, 3 à l'avenir. Et ce qui est appréciable également, c'est que c'est un leader vocal. J'ai lu quelques interviews où ça disait que sur le terrain, on l'entend. Il replace, il encourage, il montre l'exemple. Ce sera plus qu'utile à San Antonio avec du Wemby à côté de lui. Ça apporte aussi son lot de points négatifs. Il a envie, ça se voit, mais parfois c'est un poil trop. Fait des fautes évitables, on va dire. En attaque, c'est un finisseur très correct. J'aurais tendance à dire qu'il a besoin de travailler un peu plus à la création pour scorer, pour s'ouvrir un peu mieux l'accès au cercle. Les 11 points de moyenne à l'université viennent pas mal de cuts, de passes décisives de ses coéquipiers, mais pas encore assez de lui-même. Le fait qu'on l'a pas vu essayer quand même avoir beaucoup de ballons en main, ça me gêne un peu, Stéphane Castle, parce que du coup il y a toujours l'interrogation de ça marche bien en high school, est-ce que ça marche en NBA, sachant qu'entre deux t'as une année NCA. Je sais pas trop. Franchement, je suis encore perplexe là-dessus. Mais je me dis que même sans avoir le ballon tout le temps en main, il peut être efficace. Le bémol dans tout ça, c'est aussi l'adresse extérieure. C'est hyper important dans cette NBA moderne et San Antonio va en avoir cruellement besoin. Cette année, il était bien en dessous des 30%. J'ai trouvé une comparaison assez intéressante, c'est un mix Bruce Brown, Bilal Coulibaly en version guard. Il est un peu plus tanké, mais dans le jeu, j'ai trouvé qu'il y avait des similitudes. Avec le pick 5, les Detroit Pistons ont décidé de prendre Ron Holland de G-League Ignite. C'est un ailier qui a connu une belle progression tout au long de la saison. On a notamment vu 4 matchs à plus de 25 points sur les 5 dernières rencontres. J'ai été impressionné vraiment par l'énergie qu'il dégage sur le parquet. Le premier pas est vraiment intéressant, mais même en défense il se donne quoi. Il a su garder des joueurs plus petits grâce à sa mobilité, des joueurs plus grands parce qu'il absorbe bien le contact, c'est déjà quelqu'un de ce côté-là du terrain. Gros point d'interrogation sur son tir à 3 points en revanche. Ça n'a pas été terrible cette saison, c'était même plutôt moche. Je me dis que s'il arrive à bosser là-dessus, il sera une vraie menace offensive pour Détroit. Et en plus, ils en ont vraiment besoin. Sinon, ce sera juste un autre joueur pas très fiable à distance dans l'effectif des Pistons. Je suis pas très fan de Ronaldo. Je trouve que pour l'instant on a juste un profil physique. Ce passe pro, c'est un poste 2, très grand, un poste 3, un poste 4. Un Jalen Green en première année, tu vois, donc un mec qui a pas forcément le shoot, qui est très athlétique, donc qui a des qualités pour marquer des paniers. Mais en dehors de ça, faut qu'il travaille sur le QI quoi. Et aussi, petit bémol, il a ce côté un peu fonceur tête baissée, trou noir de temps à autre. Ça l'amène souvent à perdre des ballons et ça peut devenir problématique. C'est un joueur qu'on pourra comparer à Andrew Wiggins par exemple. Aérien, les deux côtés du terrain, ça lui ressemble pas mal. Mais aujourd'hui, Wiggins tourne bien au-dessus des 35% de loin. Est-ce que Ron Holland est capable d'atteindre ce niveau-là? Ça reste à voir. Belle surprise en numéro 6 avec un autre petit Frenchie dans cette draft, Tidjane Salin. Il va débarquer du côté de Charlotte et si je ne me trompe pas, c'est l'un des plus jeunes de cette cuvée. Le monsieur n'a pas encore 19 ans, mais c'est déjà un profil qui intrigue beaucoup. Il a joué cette saison du côté de Cholet, en France, avec une saison pro complète, convaincante, où on a déjà pu voir un joueur qui n'a pas peur de tenter des choses. Parfois il rate, c'est vrai, mais au moins il s'essaye un peu dans tous les compartiments du jeu, et c'est intéressant de voir qu'il n'a pas froid aux yeux. Ce que je vais mettre en avant déjà, c'est son tir extérieur. Les 32% me font pas sauter de ma chaise, mais je vous le dis, il y a des périodes cette saison où Tidjane a enchaîné. Il y a une série de 9 matchs par exemple avec 2 tirs à 3 points rentrés minimum où il a tourné à plus de 53% derrière l'arc.
C'est un joueur qui aime beaucoup faire des cuts vers le panier, finir des lobes pour inscrire ses points, mais ça se comprend. En finition pure, proche du cercle, c'est assez faible. Niveau défense, c'est clairement pas dingue pour l'instant. Il a ce gros moteur qui permet de compenser, mais il y a pas mal d'erreurs. Il peut se faire enfoncer au poste et c'est un vrai axe d'amélioration pour moi. Ce qu'on peut pas lui reprocher en revanche, c'est sa détermination. Il est bourré d'envie, ça se voit sur et en dehors du terrain, ça c'est un énorme plus. Plafond élevé, grosse motivation, mais encore très peu mature. Je pense que ça résume bien ce qu'est Tidjane aujourd'hui. C'est un joueur qui a tout à prouver, donc faudra être patient avec lui. À terme, on peut imaginer plein de choses pour lui, mais dans le profil, on est sur un Obi Toppin avec cet amour du tir à distance en plus. Pick 7 de cette draft 2024, on va s'attaquer au profil de Donovan Clingan. C'est le deuxième big man dont on parle dans cette vidéo, avec les qualités mais aussi les défauts liés à sa taille. Déjà, on peut commencer par le spacing. Bah, il n'y en a pas. C'est pas indispensable pour un pivot, mais on va dire que ça retire une option dans son jeu et qu'il va toujours devoir se rapprocher du cercle. Son énorme point fort, c'est la protection de cercle. Tout comme les Walker Kessler, Chet Holmgren qui sont sortis récemment, il dissuade beaucoup quand il est sur le parquet. Je pense qu'il a les armes pour être le joueur de profil parce que je le trouve peut-être un peu plus mobile que Walker Kessler. Par contre, il est quand même moins bon défensivement. Donc moi, ça me gêne un peu de prendre un joueur limité aussi haut. Puis en plus, les 50% lancés, moi j'avoue que ça me... Si un joueur déjà n'a pas de shoot extérieur et qu'en plus il a des pourcentages qui sont en dessous de 50%, attention. Je pense qu'il peut réussir, les armes pour. Après, pour moi, c'est pas un top 15. À part ça, très bon poseur d'écran qui prend énormément de place avec des mains assez correctes, donc il fera le boulot en attaque. Et enfin, on va finir sur le petit point qui fâche, c'est la condition physique. Je pense qu'à aucun moment t'as un starter, parce que déjà on l'a vu à Yukon cette année. C'est pas quelqu'un qui a un énorme moteur, c'est quelqu'un qui va jouer 20 minutes par match. C'est des minutes qui vont être très valuable, tu vois, mais on peut pas le mettre sur de trop grosses phases parce qu'il n'arrive pas à suivre tout simplement. Il est lourd, un peu pâteau, il a déjà eu quelques blessures de fatigue par le passé, donc ce sera un vrai challenge pour lui de durer dans la ligue. Je mentionnais Walker Kessler juste avant, on est sur ce genre de gars. On poursuit avec le pick numéro 8 qui va revenir à Minnesota, Rob Dillingham. Rob est un meneur, vraiment petit format, et info importante quand même, il a passé toute sa saison universitaire en sortie de banc. Je le souligne parce qu'en voyant ses stats, c'est quand même assez impressionnant. On est sur du 15 points, 3 rebonds, 4 passes, c'est vraiment pas mal. Franchement, c'est un super poste 1 moderne. Bon à la création, même si on peut attendre encore un peu plus de lui à ce niveau-là. Création pour les autres, ça va, mais c'est surtout dans la création pour lui où il est bon. Il sait se faire son propre tir. D'ailleurs, le tir, parlons-en, presque 45% de réussite à 3 points, c'est ultra propre. Alors après, il a les qualités, mais aussi les défauts qui vont avec son physique. Défensivement, il a beaucoup de mal à s'imposer. Dès qu'un big man pose un bon écran, la navigation devient très compliquée, et ça c'est un problème. On l'imagine devenir un super scoreur de sortie de banc, qui va pouvoir te mettre la quinzaine de points tous les soirs, mais pour devenir le meneur titulaire d'une équipe sérieuse, il ne faut pas être un poids pour ton équipe. À voir s'il va progresser en défense. Pour l'instant, je vois plus un profil à la Isaiah Thomas, et on sait que dans cette NBA, c'est pas facile à intégrer. On va rester dans la lignée des pivots avec un nom que vous avez sûrement déjà dû entendre. On va parler du pick numéro 9, Zach Edey. C'est quelqu'un qui a un sacré CV. Élu meilleur joueur universitaire aux États-Unis en 2023 et 2024, meilleur scoreur l'année passée, double médaillé de bronze au championnat du monde avec le Canada en 2021 et 2023. Je vais pas tout citer, mais la liste est énorme. Et énorme, c'est un mot qui le résume bien. Ça fait 4 ans qu'il ultra domine la NCAA du haut de ses 2,25 m, qu'il martyrise tous les pivots qui viennent dans sa raquette. Mais comment se fait-il qu'il n'ait pas été pris plus tôt ? Eh bien déjà, je vais le mentionner à plusieurs reprises dans cette vidéo, mais l'âge joue énormément. 4 ans à l'université, ça veut dire qu'il a déjà 22 ans, et la crainte principale qu'on a avec lui, c'est qu'il ne domine pas autant que ça en NBA. Son plus gros problème avec le jeu proposé dans la grande ligue, ça va être la vitesse.
il n'est pas d'une mobilité folle, il a besoin d'avoir longtemps le ballon dans ses mains pour être efficace, donc limite il faut que la possession entière soit destinée pour lui. Quand il va falloir courir plus, jouer en transition et surtout sur 24 secondes au lieu de 30, ça risque d'être moins facile. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il a quand même une super variété de moves proches du cercle. C'est vraiment loin d'être juste une brute. C'est vrai qu'une fois qu'il est dos au panier, s'il est dans le cercle, enfin proche de la raquette, c'est panier direct quoi. Mais faut qu'il y arrive. Là, t'as une tour en fait. Et moi, je pense que ça reste des joueurs qui, au niveau NBA, restent faciles à défendre. C'est un peu comme Boban quoi. Boban, c'est un joueur que tu peux pas mettre trop longtemps sur le terrain. C'est ça qui dit un peu ce profil. Avec un meilleur jeu offensif quand même. Pour parler de l'aspect défensif, évidemment c'est un aspirateur à rebond, un contreur génial avec sa taille et ses bras interminables, mais j'ai quand même un peu peur de comment ça va se passer dans les années à venir. C'est vraiment un prospect unique. Il y a un monde où il s'adapte super bien au NBA et où il va pouvoir faire très mal, mais on peut aussi avoir le scénario inverse. Si je devais trouver un joueur qui lui ressemble, je dirais une sorte de Yao Ming en un peu plus petit. Petit frère de Jalen qui joue au OKC, voici Cody Williams qui a été choisi en 10e position. Ce qui saute aux yeux déjà, c'est son physique un peu frêle. C'est un poste 2-3, avec de longs bras, un corps qui demande à s'épaissir pour tenir le choc en NBA. Mais Cody a de vrais arguments pour percer dans la ligue. C'est déjà un super finisseur avec un toucher incroyable. Alors, si je doute qu'il marque avec autant de réussite proche du cercle face à de vrais athlètes, c'est l'un des meilleurs à la finition de cette cuvée. En point important, il y a quelques blessures à signaler durant son parcours. Des petits bobos, en soi rien de grave, mais ce sera à surveiller tout de même avec les années. On peut se poser des questions sur le shoot. Les pourcentages sont bons, mais le volume n'est pas énorme. Faudra confirmer de ce côté-là. Attention, perte de balle aussi, c'est son petit péché mignon. Et je le répète, chaque année, plus de pertes de balles que de passes décisives, c'est jamais bon signe. Et on va finir avec un mot sur sa défense. Je le trouve pas inintéressant du tout. Avec ses longs bras, il peut être très chiant. En plus, il se déplace assez bien. C'est encore perfectible, mais c'est pas trop mal. Selon moi, il a un potentiel de 3&D grave intéressant. Et niveau comparaison, on est sur du Jaden McDaniels en un peu plus scoreur. On enchaîne avec le pick 11 qui file en direction de Chicago, Matas Boudzelis. C'est un joueur qui a vu sa cote énormément baisser après une saison moyenne du côté de la G-League Ignite. On va dire qu'à la base, il était plutôt pressenti dans le top 5 de la draft, mais au fur et à mesure, il a un peu glissé et c'est pour ça qu'on le retrouve en milieu de loterie. On va commencer par le tir extérieur. C'est très compliqué pour le moment, même s'il n'a pas peur d'en prendre. C'est vraiment un point crucial à améliorer pour lui. Parce que des ailiers forts avec son profil physique et qui ne shootent pas correctement, ça n'existe pas dans la ligue. Un mec comme Alexei Pokusevski par exemple, on a vite vu que ça ne servait pas autant que prévu. S'il trouve pas de shoot, pareil, s'il est pas régulier au shoot, t'as en fait un forward qui évolue comme un arrière, et du coup bah c'est juste pas le joueur que t'attendais quoi. T'attends une sorte de Lauri Markkanen plus, et au final s'il trouve pas de shoot et qu'en plus défensivement c'est aussi qu'attaque c'est dans G-League, Matas Boudzelis, je pense que ça peut être un joueur de banc quoi en fait, alors que c'est annoncé comme un top 3. Il a eu de bonnes séquences en défense par moment, mais c'est bien ça le problème, par moment quoi. Manque de mobilité face aux mecs rapides, pas assez physique quand l'adversaire est costaud, le corps a besoin de beaucoup d'heures de travail. Il y a plein d'éléments rassurants tout de même. C'est un joueur qui vient beaucoup en aide et qui par sa taille est capable de protéger le cercle. On va l'aimer sur attaque placée, il dispose d'une bonne lecture de jeu, il se démarque assez bien. Off-ball c'est très intéressant, il est malin comme joueur. C'est encore un profil très brut et toutes les choses que je viens de citer seront peut-être plus autant des problèmes dans le futur. Avec Boudzelis on choisit surtout un potentiel. Un mec polyvalent qui n'a pas encore trouvé une partie du jeu où il excelle. Pour moi, il a un jeu qui ressemble à Franz Wagner. On en est encore loin, mais c'est ce genre de profil qu'il doit cibler. On va enchaîner avec un nouveau prospect étranger, le choix numéro 12 qui nous vient de Serbie, Nikola Topic. Première chose à son sujet, c'est un guard qui a besoin du ballon pour exister dans un collectif. Il est très bon dans ce rôle de gestionnaire d'attaque, capable de trouver la bonne passe au bon moment, il peut jouer sur pick and roll aussi, bref, c'est déjà une très belle option pour OKC. Ne pas sous-estimer la capacité de scoring de Nikola Topic. Il est très crafty, de toute façon école serbe, on connaît.
Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il va s'améliorer en tant que shooter? Pour le moment, c'est trop inconstant derrière l'arc, on frôle les 30%. C'est trop faible à ce niveau-là. Sans comparer les joueurs, Josh Giddey avait le même genre de soucis en arrivant dans la ligue et on voit que ça commence à aller mieux. Je dirais qu'il a besoin de s'améliorer en défense. C'est pas horrible, mais c'est loin d'être sa force principale. En autre qualité que je citerai, évidemment il y a l'expérience en pro. Il a déjà goûté à l'Euroleague avec Belgrade. Malheureusement, il s'est blessé au genou en fin de saison, donc grosse inquiétude à ce niveau-là. J'imagine que sa cote a pas mal baissé à cause de ça, sinon on aurait même pu le voir drafter, genre podium. Pour rester dans le côté Balkan, c'est du Goran Dragic en un peu plus grand. Évidemment, on lui souhaite une encore meilleure carrière. On arrive sur mon petit chouchou de la draft, il en fallait bien un, Devin Carter. Il a été pick par les Sacramento Kings en 13e position et ils vont récupérer un poste 1 bourré d'envie. C'est une petite boule d'énergie qui se donne comme jamais en défense, qui peut contrer pas mal de monde alors qu'il mesure à peine 1m90. Avec ses longs segments, il a un physique super impressionnant pour un poste 1. Le profil est trop intéressant, c'est l'un peut-être des meilleurs défenseurs extérieurs de la draft, qui a ce profil de pitbull, qui va jamais lâcher l'affaire, plus athlétique qu'il n'y paraît, qui a ce côté aussi un peu fou d'un Patrick Beverley, qui va pas hésiter à jeter sur toutes les balles au 50-50 avec un moteur, pour le coup, impressionnant. T'as l'impression qu'il est partout sur le terrain. Déjà, le nombre de rebonds qu'il est capable de prendre, c'est assez fou. Je vous le partage parce qu'en faisant mes recherches, j'ai trouvé une stat assez marrante. Cette année, Devin Carter a pris plus de rebonds défensifs par match que Zach Edey. Coco, il fait quand même 2m25. C'est du n'importe quoi. Je suis assez impressionné par sa réussite près du panier, malgré ses limitations physiques, mais c'est également un super tireur à distance. Là où je pense qu'il va souffrir un peu, c'est dans l'entre-deux. Il manque à Devin un petit flotteur ou un petit shoot à 5 mètres pour élargir sa palette offensive. Faut surtout le voir comme un joueur d'équipe, qui va faire les passes quand il le faut, mais pas comme un gestionnaire. Mais si tu veux un super défenseur, qui va pas faire trop tâche en attaque et qui peut te servir comme porteur de balle de temps en temps, c'est vraiment top. Je le vois comme un petit Derrick White. Choix numéro 14 qui va rejoindre les Wizards, Carlton Carrington. Vous entendrez certainement aussi Bub Carrington, son surnom, donc je vais dire Bub, c'est très bien. Bub est l'un des joueurs les plus jeunes de cette draft. Du haut de ses 18 ans et 9 mois, il est passé d'un joueur plutôt lambda au lycée à l'un des meilleurs créateurs de tirs de cette QV. Je vais vous mettre quelques highlights de son tir à mi-distance, vraiment c'est du bonheur à regarder. Le footwork est super bon, il peut pull-up en partant à gauche, à droite, après un dribble, c'est trop bien. Par contre, il a tendance à se baser un peu trop sur ce genre de tir, et ça le rend un peu prévisible. Près du panier, il n'est pas super efficace, il a du mal à exploser pour s'ouvrir l'accès au cercle, et la finition reste pour moi un peu douteuse. Là où on va l'attendre, c'est aussi au niveau de la distribution. Son jeu sur pick and roll est sympa, mais souvent sacré pour lui. Je dirais pas qu'il est égoïste, mais que c'est plutôt un problème de prise de décision. En revanche, on l'a vu capable de faire de sacrées passes, donc je pense qu'il doit être plus patient en attaque, attendre que ses coéquipiers bougent, et ça fera de lui un joueur bien plus complet. Petit mot sur sa défense pour finir, c'est plus que moyen pour le moment. Que ce soit le timing, le positionnement, les lectures, il y a beaucoup de boulot. Dans plusieurs aspects du jeu, il me rappelle Jordan Clarkson. On enchaîne avec un prospect qui a été sélectionné à la 15e place de cette draft 2024, Kel'el Ware. C'est un pivot très longiligne, très grand, avec des mensurations qui peuvent rappeler un peu celles d'Alexandre Sarr. Ils font exactement la même taille et presque le même poids, mais le style de jeu n'est pas tout à fait le même. Kel'el est un vrai joueur de pick and roll. Certes, c'est indispensable qu'il prenne un peu de muscle, mais dans les déplacements vers le cercle, c'est intéressant. Le muscle va aussi servir pour tenir en défense, parce qu'il y a de fortes chances qu'il se fasse bouger. Il est très vertical, c'est un athlète plus et je l'imagine tout à fait avoir un rôle de rim runner finisseur de lob.
C'est le genre de joueur qui se débrouille bien en transition, que tu veux voir dans des situations d'attaque rapide. Soyons clairs, c'est pas un pivot demi-terrain. Il est assez peu à l'aise au contact et dès qu'on met quelqu'un collé à lui, ça devient compliqué de scorer. Ça par contre, ça peut être un gros frein s'il n'arrive pas à trouver des petits moves intérieurs. Pour autant, il a de bonnes mains, donc c'est pas un joueur unidimensionnel. Il a d'ailleurs rentré quelques tirs à 3 points durant la saison. On est sur un volume réduit, donc on peut pas parler de sniper, mais ça ajoute une petite corde à son arc. Si jamais, c'est peut-être une piste à explorer. Concernant sa défense, c'est pas incroyable. C'est juste ok, je dirais. Il y a pas mal de choses à améliorer, mais en ce qui concerne la protection de cercle, là c'est du solide. On pourrait le comparer à un Hassan Whiteside, avec pour le moment un physique moins développé, mais un potentiel offensif beaucoup plus intéressant. On poursuit avec l'un des meilleurs shooters de cette draft, le meneur de Duke, Jared McCain. Il va se diriger vers Philly, qui l'ont pris avec leur pick 16, et je le disais, il est vraiment super chaud à 3 points. Alors là, la réussite est aussi bonne contestée, non contestée, en catch and shoot, en mouvement, bref, de ce point de vue-là, on est tout bon. Il est pas trop mauvais sur pick and roll, et forcément, avec cette menace derrière l'arc, le défenseur d'en face doit le coller, et ça ouvre des espaces vers le panier. Il est correct au niveau défensif, avec un physique très intéressant. Il est tanké. D'ailleurs, si vous vous posez la question de comment j'ai eu cette vidéo, c'est parce que Jared est un giga influenceur TikTok. Il fait des petites danses et tout, mais bref, passons. Ce genre de joueurs un petit peu comme ça qui ont un gros shot making et qui savent créer pour eux-mêmes, c'est des joueurs qui sont recherchés absolument partout en NBA. En NBA, ça sera pas un bon défenseur, ça le sera jamais. En revanche, je pense que c'est pas non plus le genre de joueur que tu vas absolument tout le temps cacher. C'est pas un red flag, mais c'est pas un green flag, sa défense. Je le vois surtout comme un défenseur d'équipe qui va venir en aide, qui va faire l'effort. C'est beaucoup plus compliqué en indiv et encore plus contre des joueurs qui vont vite en drive. Autre point à mentionner, son playmaking. Pour un guard, je le trouve très hésitant. L'année dernière, Jared, c'est 1,9 passes pour 1,3 pertes de balles. Et je pense que ça amène une question sur le rôle qu'on va lui confier. Pas assez créatif pour être un 1, pas assez grand pour être un 2, mais il y a quand même ce tir à 3 points élite qui va lui offrir une place en NBA. Philly, c'est sûrement le système parfait du coup. Tu laisses la balle à Maxi, la balle à Embiid et tu te prends ce rôle de sniper au poste 1. C'est top. Je le mettrais bien dans le même panier qu'un Seth Curry, avec ce petit potentiel de créateur en plus qui pourrait vraiment se développer dans les années à venir. Drafté en 17e position par les Los Angeles Lakers, on retrouve Dalton Knecht. Bon, les commentateurs américains disent Connect, j'ai aussi entendu Knert, mais je vais rester sur Connect, ça me plaît bien. Pour le résumer déjà, il faut dire que c'est un joueur qui a percé sur le tard et qui s'est vraiment révélé cette saison avec des perfs géniales. 22 points, 4 rebonds, 40% à 3 points sur 7 tentatives de moyenne, c'est du très costaud. Le 3 points du coup, parlons-en. C'est sa plus grosse force principale sans aucun doute. Il est capable de dégainer à une vitesse dingue, tu peux lui demander de shooter dans n'importe quelle situation et ça rentre tout pareil. Il peut très bien vivre sans le ballon et quand même marquer en bout de chaîne. Quant à LeBron pour te donner des ballons, je pense que ça peut être un régal. De temps en temps, il sait aussi créer du jeu. Faut pas du tout le considérer comme ton ball handler principal parce que le passing game est pas ouf, mais de temps en temps tu peux lui confier la gonfle. Sa plus grosse marge de progression se situe surtout en défense. C'est faible en 1 contre 1, il lui manque la mobilité latérale, la rapidité aussi pour contenir le joueur d'en face. Et off-ball, on va dire que s'il est concentré, il sera au mieux moyen. Toujours avec ce problème de rapidité latérale, c'est pas le meilleur pour éliminer son vis-à-vis, donc je me dis que les soirs sans au shoot, va falloir trouver d'autres moyens de scorer. Pour vous donner un équivalent NBA sur son profil au global, c'est une espèce de Bogdan Bogdanovic. Ouais. Pick du Orlando Magic en numéro 18, Tristan Da Silva. C'est un ailier fort moderne, capable de vraiment stretch le terrain avec quand même une écrasante majorité de tirs pris en catch and shoot. C'est clairement son arme numéro 1 et ce qui lui offre un vrai ticket d'entrée en NBA. Mais il a beaucoup d'autres atouts en sa possession.
Le jeu sans ballon est très intéressant, ça lui sert comme je l'ai dit pour space le terrain, mais il fait également de très bonnes coupes vers le panier. Avec ses 2,08 m, il sait finir proche du cercle. Dunk, main gauche, main droite, pas de soucis, mais on ne va pas lui demander de prendre la gonfle et d'aller créer ses propres opportunités. Le handle est pas bien incroyable, niveau drive j'ai du mal à le voir percuter efficacement. C'est typiquement un joueur d'équipe qui va finir les actions, qui va avoir ce rôle de connecteur, qui va te faire la bonne passe au bon moment, mais tu peux pas lui demander de prendre le jeu à son compte. J'ai vu quelques bonnes séquences en défense, mais on ne peut pas le considérer comme un spécialiste. Il peut se faire déborder en vitesse notamment, qui c'est pas un protecteur d'arceau incroyable. J'aurais tendance à dire que c'est pas horrible, mais c'est pas bon non plus. En tout cas, une chose est sûre, super role player, mais il y a quand même peu de chances qu'il devienne une superstar un jour. Niveau profil, c'est une sorte de Tobias Harris. Pick 19, Jacoby Walter. Là, on s'attaque à un profil vraiment 3&D pour le coup, qui a beaucoup de belles choses à offrir à Toronto. Physiquement déjà c'est pas mal. Je pense qu'il a encore une belle marge de progression niveau muscle, mais il a des bras immenses et quand je parlais de profil 3&D, c'est tout ce qu'on aime. Il a démarré la saison très fort, ça s'est un peu calmé par la suite, mais il a montré qu'il pouvait être un scoreur 3 niveaux. Si vous regardez les pourcentages, ouais, c'est assez crade donc ça peut faire peur, mais il y a plein de petits défauts à gommer. Premièrement, je citerai son drive et sa finition près du panier de manière générale. Il a un peu tendance à foncer tête baissée et il a beaucoup de mal à finir au contact. Puis le toucher n'est pas encore tout à fait au point. J'ai un petit peu du mal à y croire, c'est un mec qui a été vu très haut dès le début de saison parce qu'en fait je crois que c'est genre le 2 ou 3e match NCAA, le mec fait une performance absolument dingue, du coup tout le monde le met limite first pick et moi j'ai vraiment de gros questionnements déjà quant à son intelligence de jeu. J'ai l'impression que c'est un peu un joueur un peu free flow mais c'est un joueur un peu unidimensionnel qui ne vit que par son tir et moi j'ai un petit problème avec ça, voilà. Mais avec Jacoby, on achète surtout un potentiel. Il a été capable de rentrer du 4-5 tirs à distance dans un match, et s'il peut gagner en régularité, ça va faire de lui une vraie menace. Il doit absolument s'épaissir, il doit absolument travailler ses prises de décision, surtout quand il se retrouve sur le porteur. Et je pense qu'il faudrait gagner en explosivité aussi. Je sais ça fait beaucoup d'éléments, mais c'est encore un produit très brut. J'imagine qu'on ne va pas lui demander d'être performant dès demain. Ça passera peut-être par un peu de G-League, mais d'ici quelques années, ça peut être un vrai bon joueur NBA. Je pense qu'il faut rester sur cette projection d'un très bon 3&D, poste 2-3, qui s'il se développe bien, pourra se rapprocher d'un KCP++. Ce serait déjà pas mal. Jalen Tyson a été choisi en 20e position par les Cavaliers de Cleveland. C'est un ailier qui sait faire pas mal de choses sur le terrain, que ce soit en attaque ou en défense. Il a un très bon handle pour quelqu'un de sa taille, qui l'aide parfois pour éliminer son vis-à-vis et attaquer le cercle, mais aussi pour créer un peu de jeu pour son équipe. Que ce soit en tant qu'initiateur d'attaque, pour enchaîner sur un pull-up à 3, il est vraiment intéressant. Je dis pas qu'il va remonter la balle tout le temps, mais par moments c'est une option envisageable. Monsieur est capable de scorer à peu près dans toutes les situations. Je le disais, le dribble l'aide beaucoup à ce niveau-là. En revanche, c'est pas le joueur le plus explosif. Je mettrai un petit point de warning également sur les pertes de balles. On est à plus de 3 par match, c'est beaucoup, et il va vraiment falloir prendre plus soin du ballon au niveau supérieur. À part ça, c'est un très bon rebondeur, un mec capable de faire des contres de zinzin et un défenseur tout à fait respectable. Le corps est déjà NBA ready, il anticipe énormément ce qu'il va se passer, il bouge bien, ça pour le coup c'est très cool. Ce qui peut légèrement faire douter, c'est que c'est vraiment cette année qui lui a permis de monter dans la draft. Il a commencé doucement son parcours universitaire et c'est seulement au bout de 3 ans qu'il a montré des choses vraiment intéressantes. Je pense qu'il a la capacité de devenir un très bon role player, on le compare à Caleb Martin et ce serait vraiment cool. On poursuit avec le pick numéro 21, Yves Missi. On est sur un autre pivot, dans un style encore une fois un peu à l'ancienne, pas de shooting du tout, que ce soit à 3 points, mi-distance, n'espérez pas le voir tenter quoi que ce soit. Mais un gros défaut qu'il a commencé à gommer un petit peu, et ça je trouve ça très intéressant, c'est le lancer franc.
Vraiment, il était catastrophique au début de saison, mais si on prend les 15 derniers matchs, il tourne à 74%. Il a une palette offensive très limitée, même en retirant l'aspect tir de loin. Proche du panier, c'est compliqué, mais le corps, lui, est super impressionnant. C'est un athlète de ouf. Il a des bras interminables et je vous le dis, pour défendre à l'intérieur ou contrer, c'est génial. Alors, je le trouve encore un peu naïf près de son cercle, où parfois il cherche trop le contre alors qu'il pourrait juste contester en levant les bras. À part ça, c'est assez solide. Il a une verticalité de dingue, une détente parmi les toutes meilleures de cette QV, et à 2m10, c'est ultra chiant à attaquer. On ne va pas lui demander de faire des choses très compliquées sur le terrain. Pick, roll, protection de cercle, finition près du panier, typiquement ce qu'on voit actuellement avec un Derek Lively à Dallas. Je vous assure, il peut faire une carrière NBA juste avec ça. Je pense que vous l'aurez compris, ce sera jamais une star, mais il peut être un joueur important dans une équipe NBA qui va loin. Ce qu'il faut, c'est garder ce corps-là et surtout travailler un petit peu la finition. Daron Holmes file en direction de Denver avec le pick 22. C'est tout d'abord un énorme dunker, super athlétique. Alors là, s'il joue un peu, il y a fortement moyen de le voir dans les top 10 de la nuit. Mais il est aussi très bon dès qu'on s'éloigne du cercle. On n'est pas sur un volume phénoménal, donc je demande une confirmation en NBA, mais c'est le genre de joueur que tu ne laisses pas ouvert à 9 mètres. Clairement. Il sait à peu près tout faire sur un terrain en fait. Mais vous allez me dire, s'il est si fort, comment ça se fait qu'il n'ait pas été sélectionné plus haut? Eh bien l'âge, encore une fois, c'est un paramètre important. Est-ce qu'il a encore une marge de progression si énorme que ça? Pas sûr. Et en plus, le tir que je mentionnais tout à l'heure s'est révélé seulement cette saison, donc on n'a aucune certitude que cela va se traduire en NBA. Défensivement, on a vu des séquences où il était monstrueux. Il protège bien le cercle avec quasi 2 blocs par match de moyenne, donc de ce point de vue là, c'est top. C'est un joueur très compliqué à jauger parce que dans les mock drafts, on l'a vu aussi bien en 10 qu'en 40. Encore une fois, avec Niko Jokic dans la même raquette que lui, à voir le rôle qu'on va lui donner. C'est une question d'équilibre, mais je pense que dans n'importe quelle équipe, il pourra être utile. Si je devais faire une comparaison, c'est un Miles Turner en légèrement plus petit, et j'ai très hâte de voir ce que ça pourrait donner sur le terrain. AJ Johnson a été sélectionné par les Milwaukee Bucks en 23e position et une chose est sûre, demain quand il va arriver en NBA, il fera partie des poids plumes. On est sur un meneur, très frêle mais ultra rapide, qui est un pari total pour Milwaukee. On a pu le voir évoluer en NBL cette saison, mais il a passé très peu de temps sur le terrain. Son temps de jeu s'est résumé à 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là, et il y a même des matchs où il n'a pas pris de shoot. Mais bref, sur le peu qu'on ait pu voir, il a l'air de très bien manier le ballon. Tout ce qui est hésitation, ça j'ai bien aimé dans son jeu. Il crosse et tout, non franchement, c'est un gros point fort. J'aurais tendance à dire qu'il est orienté scoring first et que de ce côté-là du terrain, il est vraiment polyvalent. Que ce soit niveau footwork, hyper intéressant là-dedans, notamment les Eurostep, il a pu lâcher des posters monstrueux, il tire à 3 points, c'est un mec vraiment complet. La question c'est toujours, qu'est-ce que ça va donner sur des volumes plus importants, qui plus est en NBA? La NBL, c'est une ligue professionnelle certes, mais le jeu y est totalement différent. Pour le moment, il y a une grosse limite physique. Il a la chance d'être grand pour son poste et assez long, parce que sans ça ce serait vraiment un poids. 75 kg quand tu vas devoir switch sur pick and roll, ou même défendre sur un gars un peu costaud, c'est pas possible quoi. On verra le temps de jeu que Milwaukee va pouvoir lui offrir. J'aurais limite préféré le voir dans une franchise de fin de classement, mais il y a tout à faire avec ce joueur. C'est une énigme, mais je vous assure qu'il y a des séquences où j'ai vraiment été choqué. Pour une fois, je vais pas faire de comparaison, parce qu'il peut vraiment se transformer en beaucoup trop de choses. Keyshawn George a été drafté par les Washington Wizards avec leur pick numéro 24. Alors, je vous avoue que je le connaissais pas bien avant de faire cette vidéo, mais Keyshawn est suisse et en plus de ça, il parle très bien français. En ce qui concerne son poste, c'est assez compliqué à définir. Il a fait une interview avec Rémi Reverchon où il se dit plutôt meneur, mais dans ce que j'ai vu et dans les scouting reports, on va plus le définir comme un poste 3 qui peut tenir le ballon.
On va donc commencer par évoquer ses capacités balle en main. Keyshawn est déjà capable de prendre des bonnes décisions, il a un vrai sens de la passe, que ce soit pour jouer sur pick and roll ou pour trouver des coéquipiers libres. C'est pas parfait, je suis d'accord, mais je l'imagine déjà très bien servir de deuxième créateur quand il est sur le terrain. Il n'est pas particulièrement explosif sur son premier pas particulièrement doué pour éliminer son défenseur en 1 contre 1, et je me dis que sa plus grosse marge de progression est peut-être là, sur tout ce qui va être scoring et création en ISO. J'aime assez bien ce qu'il dégage en défense. Quand je l'ai vu jouer, j'ai vu un joueur énergique, qui se bat et qui se débrouille plutôt pas mal contre plusieurs profils. Parlons un peu shooting maintenant. C'est bien ça qui est le plus intriguant chez lui. On l'a vu prendre plus de 2 tirs sur 3 derrière la ligne à 3 points cette saison. Il a été redoutable avec quasi 41% de réussite, mais ça soulève quand même une question. À quoi va-t-il servir les soirs où ça ne tombe pas dedans ? Pour le moment, le drive n'est pas bon, il a marqué assez peu de paniers proches du cercle et c'est assez inquiétant, mais au moins il sait sur quoi bosser cet été. En résumé, on a là un joueur avec un énorme potentiel, mais une chose est sûre, il va falloir être patient pour qu'il arrive à maturité. Très compliqué de trouver une comparaison tant il peut devenir fort ou au contraire décevoir. Bon allez, pour le moment, on va dire Joe Ingles. Quatrième français choisi dans ce premier tour, ça fait plaisir, on va retrouver Pacom Dadji. On s'attendait peut-être à le voir au début du second tour, mais c'est vraiment trop cool de le voir choisi en 25. Il a passé cette saison en Allemagne, du côté de Ulm, comme avait pu le faire Killian Hayes à l'époque, et il s'est révélé comme un potentiel très bon 3&D. Mais vous allez le voir, il a plein d'autres choses à offrir. Le tir extérieur est vraiment pas mal pour un jeune joueur, la mécanique est propre, en catch and shoot les pourcentages sont bons, et il a de quoi être utile dès l'année prochaine. Je l'ai trouvé très intéressant en transition, il galope vite, il finit vraiment bien pour quelqu'un de sa taille, et ouais, il y a vraiment des actions où je l'ai vu faire des trucs acrobatiques super intéressants. Comme la plupart des jeunes joueurs qui arrivent dans la ligue, c'est indispensable de le voir prendre en muscle. Ça l'aidera pour finir au contact, là où il n'est pas super à l'aise pour le moment, et aussi pour mieux se débrouiller sur attaque placée. Nous, on est des très gros fans de Pacom. Je pense sincèrement que si les équipes NBA l'ont un peu regardé, il partira fin de premier tour. D'accord avec Hughes, en plus on sait qu'il y a pas longtemps il y a eu des interviews à Trévise en Italie si je me trompe pas, et apparemment Dadji a impressionné surtout physiquement. Donc je pense que c'est un des joueurs qui a pas mal fait monter sa cote. Et pour finir sur l'attaque, c'est pas un créateur incroyable pour le moment. Je le vois vraiment plus comme un scoreur finisseur d'action. Un petit mot sur sa défense, je le trouve vraiment intriguant de ce côté-là du terrain. Faudra voir ce que ça donne en NBA, mais on l'a vu capable de défendre sur des joueurs plus petits, notamment Sylvain Francisco, qui est quand même un très bon joueur de basket. Il est mobile, il est actif, ce qu'on va vouloir maintenant, c'est qu'il prenne un peu plus de force. Pour l'instant, l'aventure NBA a été assez difficile pour la majorité des Français choisis ces dernières années, mais Pacom a les qualités, a la mentalité et le potentiel pour vraiment faire son trou. On va voir parce que chez ces Knicks-là, ça va être très dur de gagner sa place. Pour vous donner un peu une idée sur son style de jeu, il me rappelle un peu Jaime Raquez. On poursuit avec le pick numéro 26 qui va atterrir du côté d'OKC, Dillon Jones. Première chose qui frappe quand on le voit, c'est une montagne. Pour un ailier, il est large, il est long, il a une grande envergure, c'est très particulier. C'est un joueur de 22 ans, encore un dans cette draft, qui a eu une ligne de stats hyper impressionnante cette saison. 20 points, 10 rebonds, 5 passes, 2 interceptions, c'est pas mal. Son plus gros point fort, c'est qu'il peut impacter le jeu de son équipe dans plein de situations. Il sait poser le ballon, prendre 2-3 dribbles et finir, défendre sur l'homme. À la limite, c'est le jeu off-ball qui interroge. Il a toujours eu ce rôle d'initiateur d'attaque, mais à OKC, ça risque d'être un peu différent. On a aussi un tir extérieur un peu moyen, mais ça va, il en rentre. Je me dis que ce serait bien quand même d'atteindre le cap des 35%, parce qu'il risque d'avoir quelques tirs ouverts. Je dirais qu'on va l'aimer en tant que défenseur d'équipe, capable de bien lire le jeu, capable de switch sur des grands de temps en temps. Ce qui peut faire peur, bah déjà c'est l'âge, 22 ans c'est assez vieux, et deuxième chose, sur ces 4 ans, on ne l'a pas vu affronter d'énormes programmes qui auraient pu poser des problèmes.
Compliqué de savoir s'il va maintenir un tel niveau face à des équipes NBA. Dans le meilleur des cas, et s'il se développe bien, on pourrait avoir un Dillon Brooks en un poil plus scoreur. Les Minnesota Timberwolves ont récupéré Terrence Shannon Jr. avec le choix numéro 27. On est sur un poste 3 assez âgé encore, mais cette fois il a carrément fait 5 ans à l'université. Pour vous expliquer quel est son profil, il est très nettement orienté scoring avec 23 points de moyenne cette année. Et il a la capacité de scorer depuis à peu près n'importe quel endroit du terrain. C'est naturellement un joueur de percussion qui va aimer quand le jeu va vite, quand il peut surprendre l'équipe adverse. C'est une petite fusée en transition par exemple. Avec son premier pas, il arrive à prendre de vitesse les défenses et à derrière nous écraser tout ça. Près du panier, c'est très costaud même sur demi-terrain. Franchement, il y a un mix finition, force et ce côté athlétique qui lui permet vraiment de prendre ses appuis loin du cercle. Personnellement, j'ai beaucoup de doutes sur le handle. Je l'ai trouvé peu à l'aise avec sa main faible et parfois on retrouve cette mentalité de fonceur qui va faire les mauvais choix. En ce qui concerne de l'autre côté du terrain, c'est pas tout mal cette histoire. Il est capable de défendre plusieurs postes, D2, D3, D4. J'ai entendu dire qu'il avait pas mal baissé en intensité à ce niveau-là, mais j'espère qu'il pourra revenir sur les bases sérieuses qu'il avait. Et pour finir sur son cas, il faut quand même mentionner qu'il a eu des petites histoires extrasportives. Je vous laisserai checker, c'est des trucs un peu chelous, mais il a été innocenté. En tout cas, j'espère que ça reviendra pas sur le tapis. Niveau comparaison, on se rapproche beaucoup d'un Kelly Oubre avec de meilleures bases défensives. Les Suns ont décidé de partir sur Ryan Dunn avec leur pick numéro 28. Ryan est tout simplement le meilleur défenseur de cette draft, sans aucun débat possible. Des deux mains Phoenix, c'est l'assise défensive de l'équipe. Pour le décrire un peu, je dirais que c'est un joueur qui peut défendre sur presque tous les postes, qui est absolument terrifiant en aide. Vraiment, il y a des séquences de lui où c'est un grand malade. Offensivement, c'est très compliqué. Par contre, défensivement, on a le meilleur défenseur de la draft. Sam Veceni a dit récemment que c'était le meilleur joueur défensif qu'il a pu observer de ces 15 dernières années. Il est capable de défendre au large comme défendre à l'intérieur. Dans tous les cas, en fait, que tu le mettes en 3 ou en 4, il est hyper valuable parce qu'à un moment, je crois que c'était 2 contres de moyenne pour 2 interceptions. Donc, c'était très violent. Il a un profil physique qui fait qu'il peut aussi défendre à l'intérieur. Donc, il y a une polyvalence qui est effrayante. C'est un prospect très particulier. Mais s'il n'a pas été choisi plus haut, c'est bien pour une bonne raison. Offensivement, il n'y a rien. Il sait pas prendre un tir dans le périmètre. Sur la saison, il en a mis genre 7. Même si la mécanique est pas si horrible, à l'heure actuelle, le shoot est absolument pas exploitable. Gros bémol aussi en parlant du tir, il tourne à 50% de réussite au lancer. Il en prend pas des tonnes, mais c'est inquiétant pour le haut niveau. Au-delà de ça, faut presque accepter le fait de devoir attaquer à 4. On aura essentiellement du jeu sur transition ou quelques cuts bien sentis, c'est tout. Après, il existe un scénario où ce mec développe un petit shoot à 3 points, et alors là, attention le role-player de malade. Je demande pas la lune, mais un petit 33-34% avec un peu de volume, ce serait énorme. C'est une sorte de mélange entre Matisse Thybulle et André Robertson. Le Utah Jazz a décidé de partir sur Isaiah Collier avec leur choix numéro 29. Partenaire de Bronny James à USC cette saison, on peut dire qu'il a énormément déçu. Certes, on a vu des choses intéressantes, et je vais revenir dessus, mais de base, on l'attendait vraiment comme un top 5, allez, grand max top 10 de cette draft. Pour son profil, on est sur un combo garde très tanké. Un petit mètre 90 pour 93 kg, de ce point de vue-là, je pense qu'il est déjà prêt. Il est rapide, explosif, vraiment il a une faculté incroyable en drive. On va adorer son jeu en transition, comme il va très vite, mais sur attaque placée, il a aussi quelques arguments intéressants. C'est l'un des meilleurs passeurs de cette QV, avec un réel potentiel de création sur pick and roll, mais ça demande un peu de travail. Parfois on a l'impression qu'il veut tenter la passe compliquée, alors que s'il jouait simplement il serait tellement plus efficace. Ça résulte en pas mal de pertes de balles, et c'est un poil embêtant pour un meneur. Obligé de mentionner ses gros soucis défensifs. Alors là, il est nonchalant, parfois pas concentré, et au haut niveau, ça passe pas quoi.
Avec un physique pareil, c'est dommage parce qu'il peut vraiment faire mieux. Et je finirai avec un gros point d'interrogation sur le tir à 3 points. Je suis vraiment pas fan de la mécanique pour être honnête. Actuellement, il en rentre un peu moins d'1 sur 3. Affaire à suivre. Niveau similarité, ça rappelle un peu Tyreek Evans en version Sacramento. Dernier pick de ce premier tour et donc dernier joueur à présenter dans cette vidéo, voici Baylor Scheierman. Vous en avez l'habitude, on a encore un joueur qui a passé plusieurs années à l'université, il est déjà pas loin des 24 ans. C'est un gaucher sniper de ouf qu'on va retrouver sur les postes 3, voire 2, mais 4 ça me paraît compliqué. C'est le genre de joueur avec un rôle déjà bien défini en NBA. Tu bouges derrière les écrans ou alors tu te cales dans un coin, on va te filer les ballons et on veut que tu shootes. Il peut de temps en temps finir au cercle, dribbler et lâcher de bons ballons, c'est toujours un plus, mais c'est pas un athlète incroyable non plus. C'est compliqué sur la finition près du panier et en défense, il va sûrement se faire cibler à plusieurs reprises. Il faut absolument travailler sur ses appuis, sur la mobilité latérale, bref, de ce côté-là du terrain, on est beaucoup moins fan. Mais non, sincèrement, le fit est très bon. Tu sais pourquoi tu l'as pris, tu sais que le plafond est très limité, mais c'est pas pour ça que tu l'as drafté. L'année prochaine, il peut d'ores et déjà avoir un rôle, et si tu vises le titre, comme ce que je pense Boston va vouloir faire, il sera utile. On va le rapprocher d'un Sam Hauser, qui joue aux Celtics justement, ou d'un Kevin Huerter. Bon, et bien voilà, on va conclure cette grosse vidéo sur la draft. Comme d'hab, elle m'a pris pas mal de temps à réaliser et j'espère qu'elle vous aura aidé à mieux connaître les prospects qui vont arriver en NBA l'année prochaine. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à me donner votre chouchou en commentaire et puis rendez-vous en octobre pour le début de la nouvelle saison. Ça va être complètement ouf avec autant de Français à découvrir. Encore un grand merci aux gars de Symbiose de m'avoir accompagné durant cette vidéo. Et petite parenthèse pour finir, attention au deuxième tour de cette draft. Il y a une flopée de joueurs incroyables que j'attendais plus haut qui sont pas sortis. Des mecs comme Tyler Smith, Tyler Kolek, Bobby Klintman. Forcément dans le lot il y a des belles surprises. Allez, je vous laisse ici. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la prochaine.